Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous sur ce webinaire spécial concours enseignant second degré 2024. Alors je me présente, je suis Madame Tabel, je suis chargée de mission académique sur la question du recrutement notamment. Et je suis accompagnée aujourd'hui de plusieurs intervenantes vers qui je vais me tourner ensuite. Juste peut-être quelques éléments pour commencer ce live ensemble. Vous êtes au courant que depuis le 3 octobre dernier, il est possible de s'inscrire au concours d'enseignants, et ce jusqu'au 9 novembre. Donc ce concours, c'est vraiment la voie principale, la voie royale pour devenir enseignant. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une stabilité de l'emploi et qui va vous permettre d'avoir une véritable carrière au sein de l'éducation nationale. Donc je vais me tourner vers mes collègues qui, comme moi, ont une carrière spécifique d'ailleurs au sein de l'éducation nationale. Donc je vais d'abord me tourner vers Madame Ramanantsi Toina. Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis donc Elisabeth Ramanantsi Toina et je suis ce qu'on appelle une IAIPR, c'est-à-dire une inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale. Ma spécialité, c'est l'éducation musicale et le chant choral, mais en même temps, je suis doyenne du collège des IAIPR. Et donc, à ce titre-là, je tente de coordonner l'action des inspecteurs sur l'ensemble de l'Académie d'Amiens. Votre voisine, Madame Azelard. Bonjour à tous, je m'appelle Florence Azelard, je suis formatrice académique et professeure en lycée professionnel. Très bien, merci. Et à mes côtés, j'ai également Madame Dewaise. Bonjour à tous, donc je suis Noémie Dehaze, chef du bureau des concours enseignants à la division des examens et concours du rectorat d'Amiens. Merci. Alors nous allons échanger ensemble au cours de ce live. Nous allons avoir des échanges qui vont peut-être vous permettre d'appréhender finalement l'univers de l'enseignement du second degré. Vous aurez des éléments très précis aussi sur le concours en lui-même. Et puis, à l'issue de nos échanges, vous pourrez nous poser les questions que vous souhaitez. Nous y reviendrons. Nous garderons trace d'ailleurs de vos questions et nous produirons une foire aux questions que vous pourrez consulter et qui sera consultable aussi sur le site de l'Académie. Alors, mesdames, si je me tourne vers vous, Madame Ramanantsi Toina, comment est-ce que vous définiriez votre place et votre rôle en tant qu'inspectrice d'académie? Qu'est-ce que c'est comment vous le définissez très simplement pour ceux qui nous écoutent? Alors, le rôle d'inspecteur, c'est avant tout d'accompagner les enseignants. C'est-à-dire qu'on a plusieurs missions au service de l'éducation nationale. La première, c'est d'être aux côtés des enseignants pour les aider à mettre en place leur enseignement, les former, les évaluer aussi, que ce soit sous forme d'évaluation conseil ou sous forme d'évaluation un peu plus sommative, dit-on. Mais en tout cas, c'est de veiller d'une certaine façon à ce que la politique qui est définie par le ministère en termes d'enseignement et qui se traduit par des textes officiels, vous connaîtrez ça plus tard quand vous consulterez les BO. Donc le rôle de l'inspecteur, c'est de veiller à ce que ce qui est défini par le ministère soit bien mis en place dans les classes, par les professeurs et par les équipes enseignantes. Alors ça, c'est ce qui relève de la dimension très très pédagogique. On est donc dans les classes pour observer, on est donc dans les classes pour conseiller et pour aider les enseignants à progresser. Alors l'inspecteur, qu'on voit très souvent comme la figure un peu dure du système éducatif, elle est avant tout là pour être aidante. On a une autre dimension aussi qui est de passer dans les établissements scolaires pour évaluer ce qu'on appelle les unités éducatives, les établissements collèges ou lycées, aux côtés des chefs d'établissement, aux côtés des formateurs. Aussi là pour veiller à ce que le relais des politiques éducatives se fasse bien au sein des établissements, pour veiller à la mise en place des diverses réformes et des textes qui sont écrits par le ministère, et puis pour finalement
donner quelques indications, conseils sur l'organisation globale de l'établissement, toujours aux côtés des chefs d'établissement. Sachant que nous, on reste exclusivement dans le domaine pédagogique. Enfin, on contribue à la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire que là, vous voyez, on est dans une activité d'animation pour recruter les enseignants, pour les engager à passer le concours, pour recruter aussi des contractuels, et puis pour aider tous ceux qui sont déjà dans le système éducatif à travailler leur propre carrière. C'est-à-dire qu'on peut être enseignant, mais après on peut envisager d'autres choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. À ce titre-là, on collabore, on définit un peu tout ce qui est plan de formation initial, mais plan de formation continu. Et puis, au-delà de ça, nous faisons partie aussi des jurys de concours. Et dans ce sens-là, on veille aussi à ce que le recrutement corresponde un petit peu à ce qu'on attend, un petit peu globalement, plus profondément, à ce qu'on attend du personnel dans l'éducation nationale. Et puis, eu égard aux événements plus ou moins récents, on a une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la dimension éducative, et notamment celle de veiller à ce que les valeurs de la République, les principes et les valeurs de la République, soient bien enseignés dans les classes et dans les EPLE, dans les établissements scolaires. Voilà pour résumer globalement notre rôle d'inspecteur. C'est très bien, parce que c'est vrai que on sait que vous êtes là, on vous connaît, mais pouvoir définir précisément vos attributions, c'est vraiment très intéressant, très éclairant. On a la chance d'avoir une enseignante qui travaille dans un lycée professionnel. Il y a des spécificités sur la voie professionnelle et je pense qu'il est important que vous puissiez nous donner justement des détails. Comment est-ce qu'on peut définir la voie professionnelle? Qu'est-ce qui fait d'elle sa richesse? Et comment, quel plaisir finalement vous y trouvez au quotidien? Alors, effectivement, la voie professionnelle a ses spécificités et sa richesse, comme vous le dites. C'est très intéressant parce qu'en fait, l'objectif principal au départ, c'est de rendre nos élèves employables. Donc, pour cela, il y a eu la transformation de la voie professionnelle il y a quelques années. Et donc, ça donne un autre rôle aux enseignants puisqu'ils co-interviennent. C'est-à-dire que les professeurs d'enseignement général co-interviennent avec les enseignants d'ateliers, d'enseignement professionnel, afin d'aider les élèves à travailler autrement. Et puis, en même temps, on s'efforce à aider les élèves à réaliser ce qu'on appelle leur chef-d'œuvre. Et leur chef-d'œuvre, c'est le moyen de mettre en valeur leurs talents, leurs spécificités, leurs compétences en lien avec leur futur métier. Donc, nous sommes là pour accompagner les élèves. Et dans un autre cadre aussi, on les accompagne donc à l'école, mais aussi en entreprise, puisque nous sommes là pour les suivre en milieu professionnel lors de leur stage. Enfin, notre rôle qui est encore très très défini maintenant, encore plus qu'avant et qui est très prenant puisque ça représente un certain nombre d'heures sur le cycle de 3 ans, eh bien c'est l'accompagnement des élèves dans leurs difficultés, donc à approfondir leurs connaissances, mais aussi à se projeter, c'est-à-dire à les guider en réfléchissant avec eux à leur projet professionnel et donc à leur futur métier, mais aussi dans leur poursuite d'études, ou s'ils font le choix d'entrer dans la vie professionnelle directement, eh ben, les aider à s'insérer. C'est ce qui fait notre spécificité en lycée professionnel. Très bien, merci. Alors je me tourne vers ma collègue qui a des missions aussi très particulières, très différentes, même si nous faisons partie du même ministère, Madame Dewez. Que faites-vous au sein de l'ADEC ? Oui, donc au sein de la division des examens et concours, donc le bureau des concours enseignants est chargé de toute l'organisation, qu'elle soit logistique, administrative ou financière, des concours de recrutement des personnels enseignants. Et alors, il y en a beaucoup, des concours enseignants, pour le premier degré. Alors, il y a toute une liste de concours et d'acronymes, très très succinctement, pour ceux qui ne connaîtraient pas toute la typologie. Oui, alors en fait, donc pour devenir professeur des collèges et lycées, donc il y a effectivement plusieurs concours. On a donc à titre d'exemple le concours du CAPES qui est destiné à ceux qui veulent se tourner vers l'enseignement en collège et lycées généraux. Ensuite, il y a l'agrégation
donc notamment pour enseigner dans les classes préparatoires, au lycée et dans les établissements de formation, plus exceptionnellement en collège. On a le CAPEPS pour enseigner l'éducation physique et sportive, que ce soit en collège ou en lycée. Et on a donc le CAPETS pour enseigner dans un lycée technologique et le CAPLP pour enseigner dans un lycée professionnel. Alors, cette année, pour la session 2024, donc il y a certaines options et certaines sections ouvertes au concours. Et si vous souhaitez les connaître, il faut vous rendre sur le site Devenir enseignant, où vraiment tout sera affiché. Par exemple, au niveau du CAPLP, il y aura toutes les disciplines ouvertes, qu'elles soient horticulture, conducteur routier, etc. Tout sera renseigné sur le site Devenir enseignant. Alors, il existe différentes voies de recrutement. Comment vous pourriez nous aider à nous y retrouver dans ces voies de recrutement? Donc en fait, au niveau des voies de recrutement, donc il y en a 3 principalement. Donc c'est-à-dire qu'il y a la voie de recrutement externe, donc sous condition de diplôme, donc qui va s'adresser aux candidats qui ont un certain niveau de diplôme qui sera différent selon le concours et selon la section du concours. Ensuite, on a ce qu'on appelle le 3e concours. Donc pour les candidats qui souhaitent postuler au 3e concours, il faudra avoir 5 ans d'expérience sous contrat de droit privé. Donc par exemple, c'est si vous avez déjà travaillé chez Veolia, chez McDo, etc. Là, ça correspond au 3e concours, sous réserve que vous ayez 5 ans d'expérience. Et ensuite, il y a les concours internes, publics et privés. Donc ça concerne soit les fonctionnaires, soit les agents non titulaires de la fonction publique qui peuvent justifier d'un certain nombre d'années de service public et qui détiennent le diplôme requis. Donc ça, de la même manière, selon les concours, ce sera un différent niveau de diplôme. Et par contre, j'attire vraiment votre attention sur le fait que toutes les voies de concours ne sont pas ouvertes pour tous les concours que j'ai cités précédemment. Donc ça, de la même manière, il faut bien aller vous renseigner pour savoir si vous pouvez postuler et si le concours est ouvert en externe, en interne ou en 3e voie. Très bien, merci Madame Deouez. Alors, nous avons le cadre, vous nous avez apporté des éclairages sur vos attributions, sur en tout cas sur la richesse de la voie professionnelle. Que peut-on dire, que peut-on arguer à quelqu'un qui nous demande mais pourquoi actuellement devenir professeur de lycée et collège? Que peut-on en tirer? Quel épanouissement procure cette carrière encore? Alors, je pense qu'il faut d'abord être persuadé que l'école, elle est au cœur de notre société. C'est quand même l'endroit où on instruit, où on enrichit, où on éduque nos enfants et où on les protège aussi, nos enfants, de toutes les influences qui pourraient être un peu en dehors de ce qui relève de l'esprit républicain. Ça, c'est vraiment, il faut être convaincu de ça. Et partant de là, je pense qu'on peut se dire que dans une équipe enseignante, dans une équipe éducative, la première chose, c'est qu'on partage des valeurs communes. Il faut être persuadé de ça. Et ces valeurs communes, il y a un endroit absolument précieux dans lequel on peut le transmettre, c'est celui de la classe. Et le corps enseignant a un rôle fondamental dans cette mission-là. C'est l'endroit, l'école, où on apprend à vivre ensemble, où on devient des citoyens capables de s'intégrer dans une société, où aussi on prépare des compétences qui permettent à acquérir, obtenir un métier plus tard, enfin s'insérer pleinement dans la société et où on apprend à respecter les valeurs de la République. Alors le rôle de l'enseignant, il est précieux parce que c'est celui qui va s'assurer de la qualité de l'enseignement, qui va aussi créer du contact avec les élèves et qui va faire en sorte que cette génération de nos élèves s'inscrit pleinement dans le projet de société de demain. Et puis, quand on est enseignant, on travaille dans un collectif. On n'est pas tout seul dans un établissement. Évidemment, il y a les chefs d'établissement, il y a le corps d'encadrement, mais il y a aussi des collègues qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes soucis parfois, et on n'est vraiment pas seul. Et puis, c'est un endroit, l'école, où les enfants, les élèves, comme les adultes, continuent à construire leurs propres compétences. Donc c'est un lieu tout à fait privilégié pour ça.
Si vous souhaitez peut-être des choses à rajouter, Madame Azela. Oui, effectivement. Là, je reprends un peu la casquette de formatrice académique, mais vous avez insisté, Madame l'inspectrice, sur les valeurs de la République. Effectivement, c'est le fondement au départ sur lequel l'enseignant va s'appuyer. Ce sont les valeurs de la République. L'enseignant, il va essayer de connaître, reconnaître l'élève dans sa diversité, dans sa singularité. Il va l'aider à se construire dans ses apprentissages, mais aussi dans sa personnalité, et ce, dans un groupe classe, voilà, où on apprend à vivre ensemble. Et en fait, il se positionne en tant qu'éducateur avec responsable et éthique, tout simplement. D'où le retour que je fais sur ces valeurs de la République, qui sont le fondement de notre société et la façon dont on vit en France aujourd'hui. Et donc ces enseignants, forts de ces valeurs, vont essayer d'amener, de mettre en œuvre, animer des cours, aider les élèves à apprendre, aider à se former et à se construire en tant qu'individu et futurs citoyens de demain. Donc c'est un rôle très important. Et très riche et très divers à mettre en œuvre. Et je ne peux que vous montrer mon côté exalté à ce sujet, mais c'est un métier qui est en totale évolution, mais qui est tellement dans l'inattendu, dans justement la difficulté de la relation humaine principalement, mais qui permet tellement d'échanges, qui sont une richesse extraordinaire. Merci, vous en parlez très bien toutes les deux. C'est un métier noble et exigeant à la fois. Alors passer finalement voilà, ces motivations à devenir enseignant, concrètement, comment s'articule le temps de travail d'un enseignant? Là, on est vraiment sur du concret. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste une semaine type d'un enseignant? Madame Ramanantsi Tohina. Alors, dans le métier d'enseignant, il y a plusieurs volets. Il faut distinguer ce qui relève du face-à-face élève, des temps où vous serez devant vos élèves ou à côté de vos élèves dans la salle de classe. Et puis, il y a des temps qui sont un peu en dehors de ces face-à-face et qui permettent de préparer les cours. Alors, la préparation des cours, elle peut se faire à la maison, elle peut se faire aussi au sein de l'établissement. Des temps où vous allez aussi travailler en équipe avec vos collègues sur des projets que vous avez envie de mener avec eux ou avec des partenaires. Donc des temps d'échange qui sont en général très enrichissants. Des temps qui sont un peu institutionnels, c'est-à-dire des temps comme ce qu'on appelle les conseils de classe, hein, où on met une équipe autour pour parler de l'évolution, des progrès des élèves, et puis en déduire quel bilan on fait par rapport à cet élève, comment on continue à l'accompagner dans son parcours, etc. Donc il y a des modalités de travail très très différentes. Tout ça est à prendre en compte de façon tout à fait égale. Alors, lorsqu'on dit qu'un professeur certifié, pour ceux qui ont passé le CAPES ou le KER par exemple, hein, les acronymes, on pourra les détailler si vous souhaitez un peu plus encore, mais pour ceux qui ont passé le CAPES, le KER ou le CAPEPS pour les sportifs, ils ont à faire 18 heures face-à-face élèves pour le CAPES KER et 20 heures face-à-face élèves pour le CAPEPS, les sportifs. Pour ceux qui ont passé ce qu'on appelle l'agrégation, qui est un niveau, dit-on, supérieur, ils auront à faire 15 heures face-à-face élèves. Bien souvent, parce que l'agrégation, ce n'est pas toujours le cas, mais induit finalement d'enseigner plus tard en lycée ou même en classe préparatoire. Donc la raison de cet équilibre est là. Donc c'est un métier assez complet quand même, et puis qui demande quand même de l'investissement, du travail, hein, mais aussi beaucoup de plaisir parce que la dimension travail en équipe, elle est fondamentale. Préparer un cours, on ne le fait pas forcément tout seul chez soi. On peut le faire avec une équipe disciplinaire. Vous voyez, donc on s'enrichit aussi par rapport à tout ça. Et puis il y a des temps qui sont un peu moins formalisés, c'est que parfois vous avez à échanger aussi avec les parents d'élèves sur certains sujets qui relèvent plus de l'enfant lui-même. Voilà, donc, et puis l'échange avec les chefs d'établissement est aussi fondamental. Voilà, je pense que si vous souhaitez détailler un peu.
En effet, vous parlez des modalités de travail en temps de présence sur l'établissement. C'est très important de savoir qu'on a donc un certain nombre d'heures à effectuer. Mais je pense que le maître mot qui définit bien, le mot-clé qui pourrait bien définir le métier d'enseignant, c'est la liberté. C'est-à-dire que dans un cadre effectivement établi, on a le choix d'une liberté pédagogique, en s'appuyant évidemment sur les référentiels, mais en attendant, on a le choix de travailler comme l'on veut, ce qui est préconisé. En plus, on a le choix, en dehors du temps de travail en présentiel devant élèves, on a le choix de travailler aussi à sa manière, comme l'on veut. C'est-à-dire qu'on a des temps libres à côté et on peut s'organiser de manière à combiner en même temps une vie sociale, une vie professionnelle, parce que nous choisissons quand on peut corriger nos copies, préparer nos cours et profiter de tous ces moments pour réfléchir, pour lire, pour se cultiver, pour retravailler aussi notre côté disciplinaire ou bien développer nos compétences en gestion de classe. Et ça, c'est une richesse parce que nous avons la possibilité de le faire quand ça nous plaît, tout simplement, ou quand ça nous arrange. Et je pense qu'il faut bien garder en tête ce mot de liberté, tout simplement. C'est un métier où on a cette chance. Pour arriver à ce degré d'expertise qui est le vôtre, forcément ça s'acquiert au fil des années, on est d'accord. Et quand on arrive dans le métier, comment est-on accompagné? Quelle est la formation qui va permettre aux lauréats de progresser en toute sérénité? Lorsque vous arrivez dans le métier, vous n'êtes pas tout seul, je le répète, ce n'est pas un endroit où on vous lâche à l'aventure totale. Vous arrivez dans un environnement où il y a des gens qui vont vous accompagner. D'abord une équipe éducative, déjà d'établissement, et surtout, vous aurez le droit à ce qu'on appelle un tuteur, c'est-à-dire un collègue, professeur déjà lui-même, expérimenté, qui aura la charge de vous guider, de vous aider à construire les cours, de vous aider à maîtriser les classes, de vous donner des astuces et des éléments pour résoudre vos problèmes. Donc ça, ce tutorat, il a lieu sur l'ensemble d'une année et il vous permet d'avancer sereinement dans la carrière. Et puis par la suite, même chose, vous n'êtes pas tout seul. Je vous parlais du rôle des inspecteurs tout à l'heure. Les inspecteurs sont là aussi pour, d'abord vous les appellerez quand vous le souhaitez, quand vous aurez un souci, mais ils sont là également pour vous aider à répondre à toutes vos problématiques d'ordre pédagogique. Je pense que là, il faut vraiment partir sécurisé sur la question du métier de l'enseignant. Dans les académies, c'est le cas de l'Académie d'Amiens, il y a un temps d'accueil spécifique, avant même la rentrée scolaire, qui permet aux lauréats de se sécuriser, de se sentir bien accueillis et sécurisés. Très bien. Il y a, après l'aspect vraiment très concret, mais qui est fondamental également, qui est celui de la rémunération, avec une revalorisation qui a été entérinée, et donc avec un salaire qui n'est pas inférieur à 2100 €, c'est ce qui a été précisé en tout cas pour cette rentrée scolaire. On arrive sur le point peut-être plus technique de l'inscription en elle-même sur Cyclades. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Madame de Weze, sur Cyclades? Comment fait-on pour s'inscrire si on ne l'est pas encore? Donc en fait, effectivement, les inscriptions s'effectuent via l'application Cyclades. Donc pour les candidats qui ne connaissent pas Cyclades, il vous suffit de vous rendre sur le site devenirenseignant.gouv.fr. En fait, pour chaque concours, il y a un lien qui est proposé pour accéder au serveur d'inscription. Donc en fait, une fois que vous êtes dessus, soit vous créez un compte, ou soit vous utilisez un compte, un de vos comptes qui existe déjà. Il vous faudra remplir un certain nombre d'informations obligatoires et ensuite téléverser toutes vos pièces justificatives. Donc ça va être par exemple la pièce d'identité, le diplôme, les justificatifs d'état des services si vous souhaitez passer les concours en interne ou en troisième voie. Et donc au plus vite, vous allez téléverser vos pièces justificatives et au plus vite, elles seront vérifiées par le service des concours. Il y a des points de vigilance, je pense. Il faut qu'on alerte les personnes qui nous écoutent.
Quels sont les points de vigilance lorsqu'on s'inscrit? Donc déjà, ne pas dépasser la date de clôture des inscriptions. Donc les inscriptions se clôturent le jeudi 9 novembre à midi. Une fois dépassé ce délai, en fait, il ne nous sera plus possible d'accepter une inscription. Ensuite, si vous êtes candidat en situation de handicap, donc les candidats en situation de handicap peuvent demander un aménagement d'épreuves et cette demande se fait au moment de l'inscription. Donc il faudra juste cocher la case disant que vous souhaitez bénéficier d'un aménagement. Ensuite, vous devez faire signer un certificat médical par un médecin agréé de l'Éducation nationale. Donc la liste des médecins agréés, vous l'avez sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et vous devez verser votre justificatif sur Cyclades et en fait le bureau des concours enseignants va proposer toutes les demandes à monsieur le recteur qui acceptera ou n'acceptera pas selon les aménagements qu'il nous sera possible d'accorder. Ensuite, au moment des pièces justificatives, donc encore une fois, veillez à bien les renseigner au moment de votre inscription. Parce que c'est déjà arrivé certaines années que les candidats ne téléversent pas leurs pièces, on est obligé de les relancer, finalement on se rend compte que leur pièce n'est pas bonne et au fil de l'année, bon voilà, ça prend vraiment du temps, c'est pas agréable pour le candidat parce que du coup ça génère un stress qui finalement pourrait disparaître dès l'inscription. Et encore une fois, au niveau du document d'identité, il faudra bien vérifier que ce soit un document valide. Et dans le cas où votre pièce d'identité ou votre passeport s'avère périmé, vous pouvez nous téléverser l'attestation disons que vous êtes en train de refaire un autre justificatif d'identité. Et ensuite, l'inscription au concours relève d'une démarche personnelle. Donc en fait, il appartient vraiment au candidat de vérifier qu'il remplit les conditions du concours auquel il s'inscrit. Très bien. Nous n'avons pas de calendrier définitif, évidemment, mais est-ce qu'on a une approximation du calendrier des épreuves, de manière générale ? Oui, donc au niveau du calendrier des épreuves, donc ça s'échelonne de fin janvier jusqu'à mi-avril. Donc en général, on va commencer par l'agrégation interne fin janvier. Ensuite, on va passer sur l'agrégation externe. Et ensuite, on va enchaîner avec le concours du CAPES et on termine en général par le CAPLP, soit fin mars, soit début avril. Et les convocations, quand parviennent les convocations ? Alors, au niveau des convocations, les candidats reçoivent leur convocation entre 1 mois et 15 jours avant le début des épreuves. Donc, si vous voyez que 15 jours avant le début des épreuves, vous n'avez toujours pas reçu votre convocation, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter. On vous répondra de toute manière. Très bien, merci beaucoup. Finalement, nous avons été très vite sur notre intervention. S'il y a encore des résistances, des craintes, des inquiétudes, des doutes sur le fait de s'inscrire et d'envisager la carrière d'enseignant, qu'est-ce que vous pourriez dire, mesdames, pour convaincre nos derniers réfractaires ? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur de se présenter au concours. Il y a des postes. C'est un concours qui est accessible parce que maintenant, on prend aussi en compte les compétences transversales. C'est-à-dire que voilà, on recrute des gens dont on sait qu'on va pouvoir les former, les faire évoluer. Donc, n'ayez surtout pas peur de vous présenter au concours. Il n'y a pas de... Ça n'est de toute façon pas du temps perdu, quoi qu'il en soit. Et puis, vous verrez, c'est un métier exigeant, mais c'est un métier de beaucoup de plaisir aussi, de beaucoup de partage. Et puis en plus, sur le plan de la construction de la société, c'est un rôle tellement fondamental. Je crois que les enseignants peuvent être fiers d'être enseignants et je vous engage vraiment à rejoindre cette équipe. N'hésitez pas à tenter le concours. Madame Azlar. Oui, je vais insister, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Sachez que, par exemple, l'INSPE Université propose des parcours pour vous accompagner aussi dans ces concours. Donc, allez vous renseigner à ce propos. C'est un parcours qui est accessible, ce sont des concours qui sont tout à fait accessibles. Ils sont bien définis, les attentes sont claires.
Les moyens pour réussir sont bien expliqués, les rapports de jury sont aussi bien transparents et bien clairs. Et il faut vous dire qu'effectivement, tout est mis en œuvre pour après, lors de votre succès, vous accueillir, vous aider, vous accompagner, être là avec vous. Parce que comme vous avez dit, Madame l'inspectrice, c'est un métier exigeant mais tellement riche. Et puis, vous vous construirez en tant que professionnel en éducation avec le temps, avec donc, vos expériences en classe, votre auto-formation, la formation continue. Et cela, ça peut aussi vous permettre d'envisager un moment ou un autre, grâce à ce développement personnel et professionnel, eh bien, ce que j'appelle l'ouverture de champ des possibles en termes d'évolution de carrière, c'est-à-dire que d'autres opportunités pourront un jour peut-être s'offrir à vous et votre expertise sera tout à fait valorisable à un moment ou à un autre, en dehors de tous les bienfaits qu'elle vous aura apportés au long de votre carrière. Bon, bah écoutez mesdames, je crois que tout est dit. Vous ne pouvez pas clore mieux ce live. Alors, est-ce que nous avons quelques questions qui pourraient peut-être nous parvenir et auxquelles nous pourrions répondre? Alors, qu'en est-il de l'affectation? Alors, je vais justement peut-être juste faire un petit point pour vous dire que, oui, en effet, l'affectation, elle se joue au niveau national. Et ce que je souhaitais vous dire, c'est que il y aura au moment de l'édition des résultats, nous vous proposerons un nouveau rendez-vous où on vous expliquera tout ce qu'il faut concernant justement les procédures d'affectation, en tout cas au sein de notre académie. Et puis, vous aussi, vous accompagner si malencontreusement vous n'étiez pas lauréat de concours, vous seriez les bienvenus à nos côtés pour une expérience en tant que contractuel, par exemple, qui vous donnerait de l'expérience supplémentaire, à la fois pour passer le concours et puis pour vous positionner sur cette carrière d'enseignant. Donc, en ce qui concerne l'affectation, ça va être compliqué aujourd'hui, en tout cas, de vous apporter des éléments, mais nous y reviendrons ultérieurement et vous serez accompagnés sur les modalités qui vous permettraient d'obtenir un poste ici dans l'académie. Voilà. Une autre question, peut-être? Bon, en tout cas, merci Marie de nous avoir sollicité. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, nous n'avons plus qu'à vous remercier pour votre attention. Et puis, nous gardons le contact tout au long de l'année. Nous vous encourageons vraiment à vous inscrire. Vous avez toutes vos chances. Attention, la date butoir est bien celle du 9 novembre à midi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez également des questions, vous pouvez écrire également via les réseaux sociaux de l'Académie. Et vous aurez toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. Voilà, merci mesdames. Merci beaucoup. Merci.